On va continuer cette session et je donne la parole rapidement à mon amie Hasna Garouche, qui est professeure en médecine nucléaire, qui va nous parler de l'apport de la scintigraphie pulmonaire dans la prise en charge des dilatations des bronches. À vous la parole, madame. Bonjour, chers collègues, honorable assistance. Tout d'abord, je tiens à remercier la Société marocaine d'allergologie et de pneumologie pédiatrique, et en particulier professeur Naïma Hafidi, de m'avoir invité à participer à ce congrès. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un examen qui n'est pas ou qui est très peu demandé par vos soins, qui est la scintigraphie pulmonaire. Donc et sa part ou sa place dans la gestion ou le suivi des dilatations des bronches chez l'enfant. Donc, pendant cette séance, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu de ce qu'on fait en médecine nucléaire en ce qui concerne l'exploration pulmonaire et parler un petit peu de ce qu'on peut vous apporter en matière de prise en charge des DDB, chez l'enfant bien sûr. Alors, je vais parler tout d'abord de la scintigraphie pulmonaire de perfusion, puis de la ventilation et, comme j'ai dit, de la part de ces deux examens dans la prise en charge des DDB. Alors, la scintigraphie pulmonaire, en général, c'est une procédure de médecine nucléaire. Alors, c'est quoi? On va utiliser un produit radioactif pour explorer certaines fonctions du poumon. Donc, les deux principaux ou les deux composantes fonctionnelles essentielles à l'hématose, la ventilation et la perfusion. Et cet examen couple souvent la ventilation, la scintigraphie pulmonaire de ventilation et la scintigraphie pulmonaire de perfusion. Alors, comme j'ai dit, on va utiliser un produit radioactif qu'on va administrer chez le patient et on va recevoir des rayonnements gamma qu'on va détecter par ce type d'appareil qui est la gamma caméra. Et comme vous voyez, c'est une caméra qui est double tête ou monotête. Donc, c'est là où on va faire la détection des gamma au niveau du thorax. Alors, comment je fais? Comment pour faire de... Alors, le type d'examen qu'on va voir à partir de cette gamma caméra, ou le résultat final, c'est une image. Alors, l'image reflète quoi? La distribution d'un radiotraceur, soit au niveau ventilatoire ou au niveau perfusionnel. Donc, comme vous le voyez, on a une distribution du radiotraceur qui est là, homogène, assez homogène. Il n'y a pas, on ne voit pas de défect ou d'amputation, alors que sur l'image, sur cette image, on a l'anomalie ou ce qui est anormal, c'est-à-dire un arrêt de distribution, ce qu'on appelle, nous, un défect. Alors, commençons par la scintigraphie pulmonaire de perfusion. Le médicament utilisé, c'est les macroagrégats d'albumine humaine qu'on va marquer avec le technétium 99 métastable. C'est celui-là qui va donner les rayonnements gamma. Et les macroagrégats, ce sont ce qu'on appelle la molécule vectrice. Alors, c'est une activité qui est très minime à administrer, de 37 à 185 mégabecquerels. Et pour l'enfant, 37 mégabecquerels est très suffisante pour avoir des images de bonne qualité. Alors, pourquoi je vous parle de l'activité administrée? Toujours en rappelant le côté dosimétrie, le côté radioprotection pour l'enfant. Donc là, comment ça marche? Ou le mécanisme de cette scintigraphie pulmonaire de perfusion. Donc, ces particules ont des tailles supérieures au diamètre des capillaires pulmonaires. Donc, en fait, c'est une fixation mécanique au niveau pulmonaire par blocage précapillaire. Donc, vous savez très bien qu'il y a une circulation, dès qu'on injecte en intraveineuse, il y a une circulation pulmonaire et on va avoir la distribution de ce produit en fonction du débit pulmonaire local. C'est-à-dire, si on a un problème au niveau de la circulation sanguine, on va avoir
un débit sanguin qui est réduit et automatiquement la rétention de ces macroagrégats d'albumine humaine vont être moindres. Comment on va réaliser cet examen? Donc c'est une injection intraveineuse. Alors pour vous rappeler que ces macroagrégats sont des grosses particules, donc facilement sédimentables, donc il faut agiter toujours avant le prélèvement et avant l'injection. L'injection se fait sur des cycles respiratoires, donc elle est étalée en durée et on demande toujours aux patients de tousser et de respirer profondément à plusieurs reprises. Pourquoi j'insiste sur cette notion? Parce que là, on va coopérer avec des enfants, ce ne sont pas des adultes, donc la coopération est assez délicate. Donc, c'est des centres spécialisés qui peuvent faire ce genre d'exploration. Donc nous, au service, on a l'habitude de manipuler des enfants pour des scintigraphies rénales. Donc là, c'est presque la même chose pour la coopération médecin-enfant. Alors, maintenant, on parle de la scintigraphie pulmonaire de ventilation. Donc, il y a toujours un produit radioactif. Le premier, c'est par voie intraveineuse, mais pour la ventilation, c'est la voie inhalatoire. Alors, les 3 principaux médicaments disponibles pour la scintigraphie pulmonaire de ventilation, c'est le Krypton, le Tecnégaz et les nébuliseurs DTPA. Le Krypton, c'est un gaz inerte. Il est obtenu directement, donc on n'a pas besoin de le marquer, on va l'obtenir directement à partir d'un générateur rubidium-krypton. Sa période physique, c'est-à-dire sa demi-vie, est de 13 secondes. Là, j'insiste là-dessus, toujours en pensant à l'enfant et la dosimétrie et la radioprotection. Donc c'est un gaz qui va disparaître rapidement du corps de l'enfant. C'est une méthode de choix. Je vais vous montrer directement l'image. Donc, on va faire l'acquisition sous la gamma caméra. Donc, l'enfant est sur le lit de la gamma caméra. On va faire respirer l'enfant des particules du krypton issues du générateur du rubidium qui est ici. Et on va suivre l'acquisition des images en temps réel. On arrête lorsqu'on regarde ou on voit une image de fixation suffisante pour l'interprétation. Toujours en matière d'activité, 40 à 400 mégabecquerels et pour l'enfant, c'est 40 et vous voyez que c'est des doses très, très minimes. Alors, j'ouvre la parenthèse en matière de doses. Je vais vous faire la comparaison entre des examens. Une scintigraphie osseuse pour un enfant, pour un bilan d'extension d'un cancer, on est dans les 500-600 mégabecquerels. Donc, vous voyez la comparaison. Pour une scintigraphie pulmonaire, c'est des doses très minimes. Alors, le deuxième examen, c'est le Tecnégaz. C'est un aérosol, là, qui est composé de nanoparticules de carbone, là, qu'on va marquer par le technétium 99. C'est des activités entre 20 et 40 mégabecquerels. Toujours une administration sous la gamma caméra en temps réel et on arrête dès que l'image est suffisamment bonne pour l'interprétation. C'est une élimination, en fait, pour les deux, par action ciliaire et à moindre degré digestif s'il y a une déglutition. Et c'est une alternative en cas de non-disponibilité du krypton. Alors, ce qu'on fait au service, nous, c'est les nébuliseurs DTPA. Alors, pourquoi il est disponible? Parce qu'en fait, on utilise ce DTPA technétium pour la scintigraphie rénale et ce DTPA lui-même, on peut les nébuliser, donc on peut le préparer au laboratoire chez nous et on le nébulise par l'oxygène, comme on fait une nébulisation du salbutamol. L'enfant respire dans un circuit fermé pendant 10 minutes et après on passe à l'acquisition des images. Donc comme vous le voyez, le DTPA est là et on va l'introduire dans le circuit de nébulisation et on fait ventiler le patient pour qu'il respire pendant 10 minutes et on passe à l'acquisition des images. Alors l'interprétation des images ou l'acquisition se fait par la machine que je viens de vous présenter. On fait des images planaires
les incidences recommandées. Donc là, je vous présente le résultat de la scintigraphie pulmonaire. Là, c'est une image normale de ventilation des perfusions et vous voyez les images en antérieur, postérieur et les obliques postérieurs droit-gauche, les obliques antérieurs droit et gauche. Ça, c'est une image normale, distribution symétrique, homogène du radiotraceur au niveau des deux champs pulmonaires. On peut avoir recours à une acquisition tridimensionnelle, c'est-à-dire on va faire une imagerie en coupe, sagittale, transverse, coronale. Actuellement, les gamma-caméras peuvent donner même de l'imagerie hybride avec un recalage scanner. Donc, comme vous le voyez ici, on a la répartition du radiotraceur, en même temps les images scanner, et là, ça va nous servir à interpréter en A2 l'imagerie fonctionnelle et anatomique. Un point très important en matière de scintigraphie pulmonaire, et c'est le point qui pourrait vous être utile, c'est la quantification. Donc, on peut réaliser une quantification sur la fixation pulmonaire, sur les images planaires à partir des calculs géométriques, et on peut vous donner le pourcentage de la fonction pulmonaire, soit globale, soit régionale, grâce à cette quantification. Alors, maintenant, on arrive à quelle est notre place dans cette dilatation des branches. Alors, je vais parler donc vous savez très bien que c'est un phénomène inflammatoire. L'inflammation, il y a l'obstruction, la destruction bronchique. Donc, il y a une altération de la ventilation, de la perfusion pulmonaire à cause de cette fibrose péribronchique qui va s'installer ultérieurement. Donc, on va avoir des territoires dont la fonction va être altérée progressivement. Le gold standard, on a déjà dit, c'est la tomodensitométrie. On insiste toujours sur la détection précoce pour qu'on puisse avoir des lésions réversibles au fil du temps avec un traitement efficace. Un diagnostic précoce aussi va permettre une bonne qualité de vie. Donc là, notre scintigraphie pulmonaire, avec sa sensibilité de 92% et sa spécificité de 68%, bien sûr, il faut la réaliser dans de bonnes conditions pour améliorer cette sensibilité, particulièrement la préparation médicale soigneuse, que ce soit en infection bronchique aiguë ou que ce soit en asthme. Et j'insiste sur la tomoscintigraphie hybride pour améliorer cette sensibilité. Alors, pour le diagnostic et le bilan d'extension lobaire, c'est surtout la détection précoce des anomalies fonctionnelles associées à cette DDB en identifiant les zones pulmonaires affectées. Quand la TDM est négative, alors qu'il existe des altérations fonctionnelles, bien sûr avec un contexte clinique évocateur, on peut aider le clinicien à instaurer une prophylaxie avec une surveillance de l'évolution. Donc cette image-là, en imagerie hybride, donc vous voyez un petit défect ici et ici, donc, qui n'est pas très visible sur le scanner. Donc là, on va avertir le clinicien pour prendre des précautions au niveau de la surveillance. L'évaluation de la fonction pulmonaire, c'est très important. Donc, toute hétérogénéité, asymétrie de la distribution de ce produit va être étroitement corrélée à la gravité de la maladie. Donc là, on peut évaluer l'impact de cette maladie sur la fonction pulmonaire globale régionale. On peut suivre des enfants avec des formes sévères de la maladie. Donc, je vous présente ici des images de scintigraphie de perfusion réalisées chez nous. Donc, vous voyez les défects de perfusion chez ces enfants-là. Donc, là, on peut quantifier ces régions-là et voir l'impact sur la fonction pulmonaire globale et régionale. Le suivi thérapeutique, ça permet de suivre l'évolution de la maladie au fil du temps, toujours au niveau fonctionnel, l'efficacité thérapeutique, ajuster les traitements en fonction des évolutions fonctionnelles et on peut être utile pour orienter les non-répondeurs potentiels vers des thérapies alternatives. Donc, vous voyez ici l'évolution de cette pathologie. Donc là, avant traitement et après traitement, et vous voyez la récupération fonctionnelle de l'état
Ça, c'est une scintigraphie de ventilation et vous voyez la récupération, on part de cet examen-là et de cette hétérogénéité, de cette asymétrie vers une récupération presque totale de la fonction ventilatoire chez ce patient. Alors, j'ai lu les guidelines de l'European Respiratory Society. Ces recommandations, c'est surtout dans le bilan préchirurgical. C'est dans le cadre du bilan des réductions du volume pulmonaire. Donc, on va évaluer la fonction pulmonaire régionale. On va délimiter les zones non ventilées pour confirmer la maladie localisée. C'est surtout quand on envisage un geste chirurgical conservateur. Bien sûr, en post-opératoire, ça permet de prédire la fonction pulmonaire post-opératoire chez les patients qui ont subi une résection pulmonaire. Comme le montre donc, cette procédure-là, comme vous le voyez, on peut calculer la fonction pulmonaire par quantification de chaque segment et on peut vous donner même des calculs pour programmer ou pour planifier le traitement chirurgical. Alors, je finis maintenant. Donc, je crois que la scintigraphie pulmonaire peut jouer un rôle complémentaire à toutes les investigations que vous venez de relater, en fournissant des informations fonctionnelles supplémentaires qui peuvent vous aider à la gestion de cette pathologie. Alors, ces avantages qu'il n'y a pas de contre-indication, comme l'insuffisance rénale ou l'allergie, et j'insiste surtout sur la dosimétrie faible. On travaille où on va gérer un enfant, le problème où la radioprotection est très importante, surtout en particulier mammaire, surtout en manipulant les rayons X, et on peut être un outil pertinent de suivi parce qu'il est toujours reproductif. Et j'insiste là-dessus sur la réunion de concertation pluridisciplinaire qui va essayer de poser les indications pertinentes de cet examen de médecine nucléaire. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame El-Guerrouj, pour ces données. Sincèrement, nous, pneumologues, on ne pense à demander la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation que dans le cadre préopératoire, mais là, j'apprends aussi qu'on peut également la demander pour le diagnostic des lésions en cas de suspicion d'une petite dilatation des branches. Merci beaucoup et je repasse la parole à ma co-modératrice pour présenter l'oratrice